l'échec à la souffrance. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Friedrich Nietzsche. La déception et l'échec du passionnant modelage d'argile ne m'avaient pas démotivé, ni me forcé la main à renoncer définitivement au travail de ce matériau éternel, cachant le spectre de notre mémoire perdue et permettant une formidable liberté artistique. J'avais envisagé cette défaite sous l'angle d'un passage transitoire vers un prochain succès, parce que je ne me consentais pas à rendre les armes. Je croyais qu'il me suffisait de continuer cette agréable expérience en réfléchissant à d'autres solutions. Ainsi, j'étais amené à développer mon propre procédé concernant le moulage à creux perdu, dont je n'avais qu'une idée vague. Ceci afin de contourner les irréductibles difficultés de mon four bricolé, tel le contrôle de la température ou l'isolement thermique. Je commençais par couvrir l'une de mes statues de terre glaise de bandelettes de pansement imbibées de plâtre liquide, jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de quelques centimètres. Après séchage, il fallait évacuer l'argile, nettoyer l'intérieur à l'eau et l'enduire d'une fine couche de savon noir pour isoler la future statue de la paroi du moule. Ensuite, fixer solidement les deux moitiés avec une ficelle, mettre le dispositif à l'envers, le remplir de plâtre liquide. Enfin, et après séchage, décoller le moule pour faire apparaître une nouvelle statue en plâtre, théoriquement identique à l'original. Ces opérations nécessitaient beaucoup de précautions et de savoir-faire. Néanmoins, quelques petites rectifications méticuleuses étaient inéluctables. C'étaient ces petites rectifications répétées après chaque démoulage qui m'avaient révélé la finesse et la subtilité artistique qui se dégageait de l'action à sculpter du plâtre. Un matériau maniable, doux à travailler et facile à acquérir pour le façonner. Une lame de rasoir, un couteau, un tournevis et une aiguille étaient largement suffisants, au lieu de perdre un temps précieux à répéter les mêmes opérations, moulage, démoulage. À l'opposé de l'argile, il n'admet pas de repentir, en dehors de sa couleur blanche, d'une beauté fade et d'un vide insolent, mais facile à camoufler au moyen de peinture. C'étaient des jours et des nuits de travail, sans relâche. Cependant, il m'arrivait qu'après un exercice de longue haleine, une petite maladresse suffisait à muter ma meilleure ronde-bosse en une œuvre ratée, profondément regrettée. Par ailleurs, des manipulations imprudentes, d'un curieux, d'un faux geste d'un visiteur s'ajoutaient aux conditions désastreuses de mon pseudo-atelier de l'époque, pour s'imposer comme une fatalité latente. Je me sentais responsable de tout ce temps et cette énergie perdue, responsable de mes infortunes artistiques. J'avais lutté en vain pour contenir ces dommages endémiques avant de me résigner à mettre fin à ces créations éphémères, à cet apprentissage émouvant et tragique de la fragilité. Par ironie du sort, quelques essais secondaires, peu appréciés, donc peu touchés ou manipulés, avaient échappé bel et bien à cette calamité artistique. Ils avaient toujours continué à traîner dans la maison, jusqu'aujourd'hui, sans jamais s'abîmer, ou presque. Cette deuxième défaite m'était plus difficile encore à surmonter. J'avais désiré m'arrêter un certain temps
pour me reposer, ou plutôt prendre du recul, méditer, faire autre chose. Cependant, l'ambition me dévorait, m'empêchait de me retenir. J'avais souhaité un moulage métallique plus solide et plus résistant que le plâtre. Malheureusement, il n'existait aucune fonderie dans la région. Je n'avais qu'à me débrouiller tout seul, faire avec des moyens de fortune. J'avais constaté auparavant que le poids important d'un bloc de plâtre augmentait sa fragilité. De ce fait, j'avais eu l'idée de travailler du papier mâché, dont la légèreté renforçait la solidité selon mon point de vue. Le papier dont je disposais était de vieux journaux. Ainsi, je m'étais lancé immédiatement dans cette opération en déchirant du papier journal en petits morceaux que je trempais dans un seau d'eau à moitié rempli. Après une période de décomposition du papier dans de l'eau pendant 2 jours, j'avais malaxé la bouillie en ajoutant petit à petit de la farine blanche, jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène et suffisamment consistante. J'étais arrivé à modeler quelques statuettes. Après séchage, elles étaient légères, d'apparence solide. Néanmoins, elles manquaient de finesse et de perfection. Je croyais que la coloration à la gouache allait lui donner plus d'élégance, de poésie. Seulement, le résultat n'était pas fameux du tout. Ces travaux en papier mâché ressemblaient plutôt à des figurines ou à des jouets d'enfants qu'à de vraies œuvres d'art. À mon avis, cette faiblesse provenait de mon incapacité à ressortir de cette pâte des détails minutieux et puissants. D'autre part, j'ignorais beaucoup de choses sur ces techniques du papier mâché. Comme par exemple bouillir le mélange au papier, farine, colle ou respecter les rapports entre les quantités de ces 3 éléments, à une époque où il n'y avait pas encore d'Internet, en tant que système fabuleux d'informations de toutes sortes. Désorienté, vexé, dans mon petit univers dépourvu d'aboutissement, de couronnement, de mes efforts, j'avais perdu mon enthousiasme. Je fumais beaucoup. Je fermais mon atelier à clé, je partais faire un tour pour changer d'air, et pendant plus d'1 semaine, je ne faisais presque rien, sauf lire et faire des randonnées. Au cours de cette période, j'avais ressenti les premiers symptômes de mon artériopathie des membres inférieurs, ce que le médecin appelle une claudication intermittente. Des douleurs au niveau des mollets, qui survenaient au bout de quelques instants de marche. Un jour, en déambulant parmi les étals des brocanteurs, quelques outillages en bon état attiraient mon attention. Il s'agissait de pinces de toutes sortes, de tenailles, de marteaux, de cisailles, et je ne sais plus quoi encore. Immédiatement, j'avais eu l'idée de créer des œuvres d'art en récupérant des boîtes d'emballage métallique, comme les boîtes de conserve, des canettes, des bidons, ou tout objet hors usage et modulable. Je me disais, ces outils me permettront de créer des travaux harmonieux et attrayants, solides et résistants. Sitôt dit, sitôt fait, sans même négocier le prix avec le brocanteur. Je choisis le matériel dont j'avais besoin. Je payai le commerçant et je retournai à la maison enthousiaste et joyeux. En ouvrant la porte de mon atelier, une odeur nauséabonde se dégageait du papier mâché, délaissé depuis des jours. Il fallait donc me débarrasser une fois pour toutes de cette pâte aux inconvénients multiples et commencer mon nouveau projet.
Mon but était de réaliser une vraie bicyclette miniature, d'une dizaine de centimètres à peu près, en tant que pièce principale du travail. Ensuite, il fallait l'engloutir à moitié dans une pâte d'argile rouge, contenue dans une boîte de dimensions convenables, puis sculpter l'argile afin de ressortir des craquelures minuscules, comme dans un lit d'oued asséché longtemps après une inondation boueuse. Et pour dramatiser encore plus la réalisation, un bout de vêtement vieilli proportionnel aux dimensions du vélo immerge tout près de ce dernier, ainsi qu'un bloc rocheux déplacé pour témoigner de la puissance du courant. Pour la fabrication de la bécane, en plus de mes outils, j'avais utilisé un fer à souder électrique. C'était de longues opérations méticuleuses qui nécessitaient beaucoup de temps et de concentration. Les jantes et les garde-boue étaient découpés dans un bidon en fer blanc. Le cadre, le porte-bagages et les rayons étaient faits de fils de fer et de calibre adéquat. Après plusieurs essais qui ne réussissaient pas toujours, sans citer les astuces et les finesses requises, le résultat était merveilleux. On dirait une vieille bicyclette abandonnée dans la nature, à tel point que tout mon entourage jugeait cette création magnifique, surtout les enfants. Erreur monumentale. Ce jour-là, c'étaient nos invités, des proches en compagnie de leurs rejetons, de 4 ou 5 ans, qui ne s'arrêtait pas de pleurer, en prétendant que c'était son vélo à lui, et il voulait à tout prix le garder. Personne ne comprenait ma position, de vouloir faire une œuvre d'art. J'étais contraint de céder, en sachant que j'étais incapable de recommencer le même travail, avec tant de détails compliqués, et qui serait monotone et épuisant. Le papa m'avait promis de me rendre ma création une fois délaissée par son petit. C'était mon seul espoir. 2 jours après, il me téléphona pour s'excuser et m'annoncer que la petite merveille était cachée dans son sac de voyage, oubliée dans un autocar et impossible à le retrouver. Hier, en discutant au téléphone avec mon fils aîné, qui se souvient très bien de cette affaire, avait attiré mon attention sur cet enfant aujourd'hui adulte, qui, d'après lui, avait une sensibilité d'artiste depuis sa tendre enfance. C'était peut-être pour cette raison qu'il était plus sensible que les autres enfants à cette réalisation artistique. Les symptômes de ma maladie devenaient de plus en plus inquiétants. Je ne me déplaçais plus qu'à vélo, à cause de la réduction de ma distance de marche entre 2 arrêts. Avec notre système de santé défaillant, je me comportais comme si mes jours étaient comptés, et je n'avais plus de temps à perdre. J'avais 3 projets artistiques en tête, et je me dépêchais à les réaliser. Un portrait de montre religieuse, à la tête triangulaire, les antennes d'une tristesse comique, la bouche coriace et répugnante, les yeux démesurés, au regard métallique et au-delà du raisonnable. Le second ouvrage était un scarabée qui roulait sa bouse, d'où la vie allait naître. Un symbole cyclique du soleil, de l'être et du devenir dans l'Égypte antique. On dirait une condamnation éternelle à pousser sa bouse, à reculons, une existence absurde. Il évoquait le mythe de Sisyphe. Le 3e travail était un personnage nu, enchaîné à un poteau, dans une position de refus désespéré. C'était, à mon avis, d'alors les chaînes du destin. Un destin historique,
social et politico-économique. J'avais travaillé un peu à la manière d'un orfèvre, en jouant sur le martelage et l'emboutissage pour obtenir des formes convexes, comme les yeux de la menthe ou les élytres du scarabée, en plus du découpage rigoureux des appendices. La fabrication des chaînes à partir de fils de fer, le montage des socles et la fixation des statuettes. C'était un travail qui exigeait beaucoup d'adresse et d'assurance. Les signes de mon artériopathie évoluaient plus vite. J'avais déjà le pied droit, presque nécrosé. Avec d'intenses douleurs, je me hâtais à colorer mes travaux n'importe comment, à l'aide de peinture émail, pour carrosserie, afin de les protéger contre la rouille. Mon stoïcisme, face à la douleur, avait ses limites. Ainsi, je n'étais plus qu'une souffrance tragique. J'étais réduit à des hurlements et des gémissements involontaires, sinon bestiaux, tandis que les 3 réalisations muettes et immobiles assistaient à ce terrible spectacle. Et ils sont toujours là, en tant que témoins d'une autre moitié asymétrique de ma traversée périlleuse de ce calvaire physique.